merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur les recommandations de l'European Banking Authority. Donc, comme je disais, ça fait suite, ce webinaire il fait suite à l'entrée en application des recommandations de l'EBA. On va commencer dans ce webinaire par rappeler un petit peu le contexte. Hop, je vais me mettre tout doucement sur la présentation, par rappeler un petit peu le contexte des 12 derniers mois, ce que disent exactement ensuite les recommandations, ce qu'elles disent concrètement et l'impact du coup sur le marché français. Et puis ensuite, on explorera un petit peu les solutions pour appliquer ces recommandations et notamment on comparera les deux solutions qui sont fléchées par l'European Banking Authority, à savoir PVID et QES. On prendra vraiment le temps de bien comparer les deux solutions et de regarder ce que nous, on recommande chez IDnow. Et puis, dans une dernière partie, on regardera, on ouvrira un petit peu le sujet et on regardera comment est-ce que, de manière générale, il faut réussir à équilibrer à la fois ses besoins et ses solutions dans un parcours d'onboarding un peu plus élargi et pas seulement sur la partie KYC. Aujourd'hui, pour animer ce webinaire avec moi, donc je suis accompagné de Olivier Artus et Baptiste Forestier. Je vais vous laisser vous présenter. On va faire ça dans l'ordre là qui est indiqué. Donc Olivier, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Bien sûr, merci, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Artus, j'ai pu voir que certains dans la liste des présents me connaissent déjà, mais je vais quand même détailler ce que je fais. Je suis depuis maintenant presque 4 ans chez IDnow, Arianex puis IDnow, dans des fonctions à dominante commerciale, même si depuis le début de l'année, je m'occupe activement avec notre belle équipe des sujets des services financiers et de l'adaptation et de la mise en place de nos solutions sur nos différents marchés, d'activités, on va dire, marketing, de branding et de l'ajustement réglementaire qui doit être fait, qui est un peu le sujet du jour. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de discuter avec Baptiste, qui n'a pas été qu'un ancien client d'ailleurs. Baptiste, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'avoir l'occasion de discuter de cette thématique avec toi, Olivier. Moi, mon background, il est d'un petit peu moins de 10 ans dans le domaine de la compliance. J'ai fait mes armes et j'ai un peu appris une bonne partie de ce que je sais aujourd'hui chez Lemonway, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, où j'ai fait de la lutte anti-blanchiment, j'ai touché au contrôle interne. Et évidemment, j'ai passé un long moment sur le sujet du KYC et ça a été assez formateur. Par la suite, je suis passé par Spendesk, que j'ai accompagné dans son développement européen et également aux États-Unis, avec également l'obtention d'une licence d'établissement de paiement auprès de la CPR, avec toutes les implications que ça implique, enfin que vous connaissez. Et aujourd'hui, je travaille au sein de Hiro, qui est une jeune pousse fintech qui travaille exclusivement en B2B pour fournir diverses formes de financement court terme aux e-commerçants. Top, merci à tous les deux. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par. Donc, je ne me suis pas présenté, mais donc je m'appelle moi Samuel Hogarde. Je travaille chez IDnow depuis une année maintenant, côté marketing, et donc je serai le modérateur de ce webinaire. Pour rappeler un tout petit peu le contexte qui est assez frais. Le 22 novembre de l'année dernière, l'European Banking Authority a publié des orientations sur l'entrée en relation à distance qui flèchent notamment, sans trop spoiler, vers les deux mesures, vers les mesures 5 et 6, donc PVID et QES. Suite à ça, la CPR et l'AMF en juin puis juillet de cette année ont publié leur position et ont approuvé les recommandations de l'EBA. Et puis plus récemment, du coup, le 2 octobre dernier, donc il y a de ça un peu plus d'un mois, les recommandations de l'EBA sont entrées en application. Après, évidemment, réaction des autorités locales et échange avec les autorités locales de chaque pays avec qui le BA échange. Et puis le 16 octobre dernier, la CPR et l'AMF ont tenu le forum FinTech, et pendant le premier atelier, ils ont tenu à clarifier du coup leur position sur l'entrée en relation, et puis à commenter également du coup l'ASR, donc l'analyse sectorielle des risques, qui avait été publiée quelques mois auparavant, et où ils évoquent du coup, on va le voir, un petit peu les risques liés aux mesures dites 1 à 4. Que disent les recommandations? Donc,
Ça, c'est une citation du rapport de l'European Banking Authority. Les divergences réglementaires constituent un obstacle à l'innovation au déploiement de services financiers transfrontaliers. Elles peuvent également créer des brèches et exposer le marché unique de l'Union européenne à la criminalité financière. Donc ça, c'est un peu le point de départ en fait de ces orientations, de ces recommandations. Olivier, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce que disent concrètement ces recommandations de l'European Banking Authority? Je vais essayer. Effectivement, surtout, c'est que le besoin initial était probablement de rafraîchir un existant qui commençait à dater un petit peu, puisque la directive d'origine date de 2015. Elle tenait compte de certains du contexte à cette époque et il était nécessaire de le rafraîchir quand on regarde aujourd'hui l'explosion de services bancaires, on va dire néo-bancaires ou de fintech qui offrent des services d'accès facilité à l'ouverture d'un compte en banque. Le pointage de cette mesure qui est vue comme la mesure numéro 3 en France, hein, qui est ce qu'on appelle plus communément le premier versement ou le premier paiement, est un peu pointé dans cette recommandation. Pourquoi ? Parce que la garantie qu'a un établissement lorsqu'il effectue ses due diligence d'un nouveau client lors d'une entrée en relation, que le compte en banque utilisé pour ce premier versement soit un compte en banque qui ait été ou une carte qui ait été ouverte avec toute la sécurité et la compliance nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude derrière, devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre. Il n'existe pas à ce jour de moyens simples pour un établissement de s'assurer que quand un prospect vient ouvrir un compte ou adhérer à un service avec un compte en banque ou un IBAN qui provient d'une banque qu'on ne connaît pas forcément bien dans nos pays, que cette banque a bien elle-même des mesures de protection suffisantes, ce qui laisse une certaine porte ouverte à des typologies de fraude qu'on envisage assez facilement. Si, par exemple, l'identité utilisée à l'origine de l'ouverture de ce compte a été trafiquée ou fraudée, et ce qui laisse une porte ouverte, évidemment, dans la partie LCBFT pour l'établissement en français en question qui va effectuer l'entrée en relation. Donc, l'idée de cette recommandation, elle est de renforcer ou d'inciter, en tout cas, au renforcement vers des mesures qui ont été mises en œuvre dans certains pays comme la France par le référentiel de l'ANSSI il y a maintenant 2 ans, qui visent à contraindre ou à renforcer encore plus ou à resserrer les mailles, en tout cas, de ces entrées en relation et de ces pratiques de due diligence pour s'assurer que on est dans un contexte safe et que le risque auquel on s'expose d'un point de vue LCBFT est le plus faible possible. Samuel. Ouais, on a effectivement, alors tu en as un peu parlé, mais on a listé aussi quelques exemples ici des mécaniques supplémentaires ou complémentaires qui sont identifiées par l'EBA. Si tu peux peut-être en parler un petit peu, notamment de la mise en correspondance de l'identité, mais également de la qualité et la fiabilité des données qui sont transmises. Oui, tout à fait. En fait, le BA rappelle ou redétaille en tout cas des éléments qui sont communément admis aujourd'hui comme étant utilisés dans les différents parcours. Alors, s'agissant en tout cas des solutions d'IDINO, c'est bien sûr le cas. Si on regarde certains de ces éléments, on ne va pas tous les détailler parce qu'ils sont connus et déjà identifiés, mais quand on parle de qualité et de fiabilité des données, évidemment, on doit aujourd'hui être en capacité d'accompagner suffisamment un utilisateur dans son parcours pour s'assurer que à la fois on est en capacité de détecter le document, qu'on est en capacité d'en extraire l'intégralité des informations, en tout cas à minima celles qui sont imposées par les normes de régulation ici, en tout cas pour ce qui s'agit d'aujourd'hui de la Banque de France. De la même façon, on doit pouvoir aussi garantir aux établissements qui travaillent avec nous que les données qui sont captées, les données qui sont conservées, le cas échéant, et qui sont restituées aux 10 établissements sont protégées, sécurisées. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on veut éviter que dans des flux d'entrée en relation viennent s'immiscer des problématiques de cybersécurité qui dépassent un petit peu le périmètre de l'entrée en relation, mais qui sont typiquement des menaces aujourd'hui auxquelles on doit, nous également, se protéger dans les parcours qu'on met en œuvre pour nos clients. On doit également être en capacité de s'assurer qu'avec des sujets comme
les IA génératives dont on parle beaucoup, on ne va pas s'étendre trop sur ce sujet-là, on puisse contrer aujourd'hui des typologies de fraude, en tout cas sur de la manipulation documentaire qui sont de plus en plus fouillées et précises. Donc, on a à la fois une remise en perspective de ce qui était déjà finalement écrit dans les mesures et dans les directives de 2015, avec une volonté d'éveiller à nouveau les acteurs, à la fois fournisseurs de solutions, que nous sommes pour continuer à renforcer et à aider les établissements, donc les établissements régulés, à mettre en œuvre des parcours qui permettent à la fois de se contraindre à ces différents éléments-là, tout en contrant efficacement les nouveaux tuyaux de fraude qu'on voit arriver, entre autres sur ce sujet du 1+3, du premier paiement, qui est là pour le coup pointé du doigt clairement. Ouais, et tu le disais, alors c'est des orientations qui ont été commandées en fait par la Commission européenne, qui pensait qu'il y avait besoin de clarifier un certain nombre de points. Donc tu disais, c'est des rappels. Pour autant, ce sont des rappels, mais il y a quand même eu une réaction suite à la publication de ces orientations. Il y a quand même une réaction de la part des autorités locales en Italie et puis dans une mesure différente en France. Oui, tout à fait. Bah, c'est clairement un travail concerté, hein, puisque le BA est finalement un petit peu l'organe de coopération des régulateurs entre eux et de nos collègues bancaires. Alors oui, cette évolution, on va dire, de doctrine européenne n'a pas encore amené d'évolution réglementaire à proprement parler dans les textes des différents pays membres. Pour autant, on sait que ce sont des démarches qui peuvent prendre du temps. Là, on se parle d'un document qui a été émis en novembre 2022. Il y a forcément un peu plus de délai pour que des évolutions réglementaires dans les textes apparaissent dans les différents pays membres, en tout cas également sur la France. Ce qu'on voit en revanche, c'est une considération de certains pays membres déjà et de leurs organes de régulation pour faire évoluer eux-mêmes leur doctrine, soit par des modifications qui sont déjà planifiées, qui vont arriver. Là, en l'occurrence, tu pointes l'Italie sur ce slide. Effectivement, l'Italie est en train de réfléchir à une évolution de sa doctrine qui pourrait conduire assez rapidement à des modifications réglementaires. Et en tout cas, dans des échanges qu'on a pu avoir récemment avec des établissements bancaires italiens, on constate une réouverture d'un regard sur le marché de solutions de la part des Italiens qui va au-delà de ce qui est déjà pratiqué sur le marché italien. Donc, typiquement, la solution de signature qualifiée dont on parlera tout à l'heure, qui prend de l'ampleur sur des capacités de faire des KYC différemment. On voit également en Italie, par exemple, un regard très particulier sur le NFC, dont on sait qu'il permet de fiabiliser. Sur le slide d'avant, on parlait de qualité de la donnée et de propreté de la donnée. Typiquement, le NFC est une des pistes qui est vraiment intéressante à exploiter pour pouvoir répondre à cette incitation. S'agissant de la France, pour conclure là-dessus, on a eu des échanges avec la CPR lors de ces ateliers du mois de septembre, avec des interrogations directes. Il n'est pas prévu pour l'instant, en tout cas officiellement, de modification des textes. Pour autant, on note une incitation assez forte de la CPR vers ces établissements régulés pour prendre en compte cette interrogation sur le 1+3 et, comme tu le disais en introduction, initier peut-être un fléchage un petit peu plus ferme vers des solutions avec des mailles plus fines qui pourraient être effectivement celles que tu citais, c'est-à-dire mesures complémentaires 5 et 6, pour progressivement remplacer la 3, même si on sait, et là, pour le coup, Baptiste peut en parler mieux que moi, que ce 1+3 reste aujourd'hui un moyen de défense assez massivement déployé sur le marché. Ouais, on va revenir effectivement un petit peu sur les conséquences en France et notamment les réactions de l'ACPR. Donc aujourd'hui, Baptiste, on a quand même effectivement beaucoup d'institutions qui sont encore sur les mesures 1 à 4, donc deux des mesures 1 à 4. Je crois qu'on va revenir après sur les mécaniques supplémentaires, complémentaires qu'on peut mettre en place post-KYC. Mais comment est-ce que toi, tu analyses le fait qu'on ait encore autant d'institutions qui soient plutôt sur des mesures 1 à 4?
Là-dessus, je suis totalement d'accord, évidemment. Hein, ça reste, je dirais pas la norme, mais en tout cas la pratique la plus communément mise en place aujourd'hui. Je vais juste faire un petit retour en arrière sur ce que disait Olivier au niveau des clarifications. J'ai commencé à bosser dans le KYC il y a quelque chose comme 8 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, en l'espace de quelques années, j'ai vu comment le paysage et les façons de faire ont évolué, et c'est assez impressionnant. Moi, quand j'ai commencé, on regardait les pièces d'identité sur l'ordinateur à l'œil. On allait vérifier qu'il y avait bien les petits points de contrôle, que du texte n'avait pas été modifié. Enfin voilà, c'était très, très artisanal et avec un niveau de confiance dans les vérifications qui valait ce qui valait. Et à l'époque, j'ai eu la chance chez Lemonway de bosser sur l'implémentation d'Ariad Next, qui est maintenant qui a été intégré à Idina, hein, si je ne me trompe pas. Et ça avait été un projet, mais à l'époque, c'était encore encore une fois, artisanal. On avait une liste de points de contrôle que l'outil était capable de faire sur une pièce d'identité, et on devait en interne nous-mêmes déterminer la pondération de chacun de ces points de contrôle, la formule exacte pour arriver à notre scoring, et puis après l'ajuster par nous-mêmes pour décider si on avait une acceptation automatique, une revue manuelle ou un refus du document. À l'époque, et jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un flou un peu sur la façon dont réellement on devait paramétrer l'outil, quels étaient les points sur lesquels on ne pouvait pas transiger, ceux qui étaient plus optionnels, quelles étaient les informations qu'on devait récupérer à partir de ces documents, est-ce qu'il y avait des points de contrôle additionnels auxquels on pouvait penser. Enfin, il y avait énormément de façons de faire différentes en fonction des établissements financiers, et beaucoup d'acteurs avec des propositions de valeur sur le papier équivalentes, alors que dans la réalité, le niveau de service et le niveau de confiance qu'on pouvait avoir dans les checks n'était pas du tout le même. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que c'est utile d'avoir des certifications très sérieuses avec des points d'intention bien définis, qui permettent de savoir qu'on prend une solution qui répond aux exigences du régulateur et qui va pouvoir assurer un niveau de prévention de l'usurpation d'identité optimal. Donc, je pense que c'est vraiment utile, ces clarifications, et que ça permet un peu d'harmoniser les choses au niveau national et même européen, en fait, dans l'absolu. Et ça vient gommer justement ces disparités de parcours d'entrée en relation qui, dans certains pays, avaient des défaillances assez flagrantes. Et à cause du 1+3 que tu évoquais, Samuel, on ne pouvait pas vraiment se reposer sur ce premier virement en provenance d'un compte d'une institution dont on n'a pas nécessairement connaissance du dispositif et savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Donc voilà, je pense que tout ça est très utile, et ça va permettre d'assainir un peu les pratiques du marché. Et pour répondre à ta question sur le 1+3, de 1 à 4 plutôt, je pense qu'il y a une somme de raisons qui vont différer d'une entité à une autre, mais moi, celles qui me viennent à l'esprit, c'est que déjà, beaucoup d'établissements arrivent à bien mitiguer leurs risques sur la base de ces mesures. Ils n'ont pas une exposition à la fraude très importante, ça va dépendre de la ligne de business évidemment, mais en soi, ils fonctionnent de cette façon depuis relativement longtemps, ils n'ont pas eu de problème, et c'est un peu l'adage, hein, if it's not, si c'est pas cassé, on n'en change pas. Donc je pense que ça, c'est une des premières raisons. Là où ça devient un petit peu plus embêtant, c'est quand des entités, elles continuent à avoir un dispositif un petit peu léger parce que ça ne leur pose pas problème à eux d'un point de vue fraude, mais ils deviennent l'entité par laquelle un autre établissement va être fraudé, parce que c'est eux qui vont envoyer le premier virement, et vu que les diligences n'auront pas été faites proprement, on peut avoir de l'usurpation d'identité. Et de la fraude en cascade, ouais. Et de la fraude en cascade, qui est un phénomène dangereux et difficile à contrôler, même si je reviens encore une fois sur l'expérience Lemonway, vérification à la main et après vérification automatique, le taux de fraude, d'usurpation d'identité au moment de l'entrée en relation, il a diminué, mais drastiquement, à partir du moment où on a commencé, ne serait-ce que de faire du face match
couplé à une vérification avec une somme de points de contrôle sur les pièces d'identité. Enfin voilà, ça a complètement changé la donne. Et même si on sait que c'est toujours un jeu de chat et de la souris avec les fraudeurs, on va dire que technologiquement, on a fait quand même un bond en avant qui fait que les fraudeurs aujourd'hui qui arrivent encore à ouvrir des comptes sont des gens qui ont un background technique conséquent. Enfin, on est quasiment sur des ingénieurs autodidactes pour être capable d'arriver à tromper les systèmes ou type de fraude un peu plus vicieux, je dirais, mais également intéressant, c'est le concept de friendly fraud, où on peut avoir le meilleur dispositif avec de la liveness, avec des points de contrôle colorimétriques, etc. Voilà, quelque chose sur les métadatas d'ultra poussé. Et pour autant, si c'est un membre de la famille qui demande à son grand-père de dire une phrase devant la caméra de son téléphone, il n'aura pas conscience qu'en fait, il est en train d'ouvrir un compte pour son petit-fils qui potentiellement derrière va s'en servir pour faire des fraudes, etc. Donc il y aura toujours, les fraudeurs trouveront toujours une porte et je pense qu'en effet, en tant que professionnel de la compliance, c'est notre devoir de toujours rester en fait en connaissance des dernières innovations pour garder cette avance sur les fraudeurs et pas leur laisser un chemin trop facile à emprunter. Les autres problématiques qui, pour moi, font que pas mal d'acteurs ne considèrent pas pour l'instant changer leur dispositif et rester sur du 1 à 4, ça va être des problématiques de bande passante, surtout pour des entreprises qui sont jeunes, qui ont une équipe de développeurs assez limitée. Si on a un dispositif qui fonctionne, qui est perfectible, mais qui, entre guillemets, n'est pas à risque à l'instant T, on ne va pas prioriser le fait d'intégrer une nouvelle solution avant d'avoir déjà travaillé sur le produit un petit peu plus cœur de la société. Donc ça, c'est un premier point. Il peut y avoir une problématique de coût. Souvent, quand on passe à la dernière technologie qui a été certifiée et on sait le coût que ça implique d'aller chercher les certifications PVID, etc., c'est légitime. Il y a eu des recherches, il y a eu un travail très poussé, et donc on va nécessairement être sur des coûts un peu plus élevés que les précédentes technologies sur lesquelles on travaillait avant. Et puis, l'expérience client également est toujours à prendre en considération. Bon, je pense que ça, ce n'est pas tant un sujet pour PVID, dans le sens où je pense que bien implémenté, ça peut être aussi fluide que du 1+3. Mais voilà, c'est quelque chose qui va aussi être pris en considération par les établissements financiers pour s'assurer que la réduction de la fraude, du risque de fraude, ne va pas entraîner également plus de friction à l'entrée en relation et donc la perte de clients potentiels. Ouais, on va revenir un petit peu plus tard dans le webinaire là, sur effectivement le parcours PVID et ses avantages et ses inconvénients. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y ait déjà eu une harmonisation et que par rapport à il y a 8 ans, forcément, on est déjà sur une bonne progression en termes de lutte contre la fraude. Et d'ailleurs, ces mesures 1 à 4, elles restent conformes. C'est-à-dire qu'on est encore conforme en utilisant les mesures 1 à 4. On va quand même revenir rapidement sur les risques qui sont pointés et les vulnérabilités qui sont pointées par la CPR sur ces mesures 1 à 4. Et ensuite, on ira explorer un peu comment est-ce qu'on fait du coup pour éviter mitiger entre guillemets les risques quand on est pour l'entrée en relation. Olivier, si tu veux peut-être, toi, il me semble que tu étais au forum FinTech de la CPR et de l'AMF en octobre. Si tu veux commenter un petit peu les points qui ont été soulevés lors de cette réunion. Ils sont assez bien. Alors, oui, Samuel, je peux le faire. Ils sont assez bien présentés ici. Finalement, en synthèse, le premier pavé parle réellement du bénéficiaire. Donc, on est vraiment dans la logique des recherches toujours. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais parmi les sujets qu'on cherche à identifier, c'est d'où vient l'argent, où va l'argent, donc les bénéficiaires, qui soient à l'origine ou à destination des fonds. Le premier élément, c'est que ce premier versement, premier paiement, on doit normalement, dans les mesures prudentielles, s'assurer que
la personne qui est en train de faire cette transaction avec nous, si je me place en tant qu'établissement, eh bien, la personne qui va également être à l'origine de ce premier versement, c'est-à-dire de s'assurer qu'on n'a pas là des jeux, alors comme le disait tout à l'heure Baptiste, hein, ça peut être d'ailleurs du friendly, où on n'a pas le détenteur du compte en question qui est là, et on a forcément du coup la perte, ou le floutage en tout cas de l'identification de la provenance des fonds, puisqu'on ne va pas nécessairement identifier dans le parcours actuel le titulaire du compte. Donc ça, je dirais, le premier point qui a été soulevé par la CPR lors des échanges. Le second, c'est celui qu'on a mentionné d'ores et déjà tout à l'heure. Il est assez évident, c'est que, comme je le disais, aujourd'hui, on a une multiplicité de services bancaires et d'accès aux services bancaires, que ce soit dans des États membres ou dans des États non membres, que ce soit dans la zone CEPA ou hors zone CEPA. Donc, il y a des règles prudentielles internes aux établissements qui restreignent certains IBAN en acceptation pour ces premiers versements, d'autres non. Et du coup, on s'expose là aussi à ce que le compte utilisé lors de cette première transaction n'ait pas été en tout cas obtenu ou créé par un parcours suffisamment solide, et donc laisse une porte ouverte à une fraude, qu'il s'agisse d'ailleurs du détenteur du compte, donc on rejoint un peu le point 1, ou de la provenance des fonds qui ont alimenté ce compte, qu'on ne sera pas en capacité de pouvoir identifier. Et enfin, il y a eu un regard particulier du régulateur sur les personnes morales qui pointait on va dire l'aspect plus lâche pas au sens lâcheté, mais lâche au sens ouverture des moyens d'ouvrir un compte pour les personnes morales, donc en B2B2B, qui sont peut-être aujourd'hui moins visées par les mêmes procédures d'entrée en relation que celles qu'on applique aujourd'hui pour les particuliers, peut-être pour des problématiques de volume et parce qu'il y a aussi dans les parcours d'entrée en relation personne morale d'autres mesures, et souvent un middle office qui intervient. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des retours d'expérience, nous, de quelques clients qui utilisent nos solutions pour renforcer les entrées en relation à distance, en tout cas, pour les personnes morales, et on voit des rejets un peu plus forts chez ces établissements pour des problématiques de fraude qui n'étaient pas forcément identifiées au préalable. Donc ça, ce sont les 3 sujets qui ont été en particulier pointés par la CPR. Ce n'étaient pas les seuls, mais c'était les principaux. Ok. Et donc, ouais, Baptiste. Ouais, vas-y, Baptiste. Et juste pour rebondir sur le second, sur le compte initial obtenu par fraude, ça, c'est un vrai sujet. Et moi, je l'ai vu opérationnellement. On en est arrivé avec des établissements dont je ne citerai pas le nom, tout simplement à refuser que le premier virement soit en provenance d'un compte ouvert chez eux, parce qu'on avait eu trop de fraude. On savait qu'il y avait beaucoup d'usurpation d'identité. Et voilà, c'est pénalisant pour les clients légitimes de ces institutions. Mais malheureusement, d'un point de vue approche par les risques, on ne pouvait pas se permettre de continuer à les autoriser. C'est même un point, si je peux rebondir 2 minutes, Samuel, si tu m'y autorises. Ce point-là est intéressant parce qu'il est à la fois réglementaire, voilà, il est source de risque, c'est ce que vient de dire Baptiste, mais il est également, comment on pourrait dire, il crée aussi de l'exclusion, parce que du coup, à la fois, on va de facto se protéger, comme vient de le dire Baptiste, et du coup, on va interdire l'accès à certains IBAN, à certaines banques, ce qui peut paraître un peu illégitime. Donc, d'un point de vue réputation pour l'établissement, ce n'est pas forcément non plus une bonne manœuvre. Et d'un autre côté, on va investir, et l'établissement va investir des coûts d'acquisition pour pouvoir faire venir du trafic sur ses produits, de clients ou de prospects que finalement on va devoir exclure parce qu'il s'avère que bien qu'ils soient bancarisés, et donc normalement légitimement bancarisés, on ne puisse pas travailler avec eux. Donc ça crée pas seulement une problématique de risque ou de fraude, ça crée également des troubles en termes de perception par le marché d'établissements auxquels on ne peut pas aller parce que sous prétexte qu'on aurait un IBAN qui vient de tel ou tel établissement, de tel ou tel pays. Donc ça crée aussi des problématiques de réputation qu'il faut pouvoir adresser et traiter par les établissements. Et donc, du coup, à partir de là, en fait, on a 2 moyens de lutter contre la fraude en France. Une fois qu'on a dit ça, c'est 2 solutions qui sont en fait complémentaires, hein, qui peuvent être tout à fait mises
en place en même temps, c'est soit de rester, en plus du 1 à 4, de mettre en place des mécaniques complémentaires, et ça, on va le voir avec Baptiste, ou deuxième solution, d'aller plutôt vers les solutions qui sont fléchées par la CPR et par le BA. Baptiste, tu veux nous parler un petit peu des mesures, des mécaniques, pardon, complémentaires qui peuvent être mises en place post-KYC? Il me semble que c'est des sujets sur lesquels tu travailles, toi, et tu as travaillé dans tes différentes expériences. Oui, c'est vrai qu'on parle des mesures au moment de l'entrée en relation. Elles sont importantes, c'est la porte d'entrée et on est obligé quand même de mettre quelque chose de sérieux en termes de dispositif. Mais voilà, tous les professionnels de la lutte anti-blanchiment le savent. Ça ne s'arrête pas au moment de l'entrée en relation et après, on doit continuer à mitiguer le risque de nos clients. Et justement, si la porte d'entrée n'est pas forcément au niveau le plus élevé de sécurité qu'on puisse imaginer avec justement du PVID, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas à un niveau satisfaisant qu'on peut venir agrémenter de mesures qui vont plus se mettre en place pendant la vie du compte. Bon, déjà, ne serait-ce qu'au moment de l'entrée en relation, je prends l'exemple de ma société Hiro. Nous, on prête de l'argent à des professionnels. Donc, nécessairement, bien au-delà de la partie usurpation d'identité, il y a tout un pan de scoring, de notation du client d'un point de vue risque de crédit. Donc, nous, comparé à une néobanque qui ouvre de simples comptes avec une carte, on a tout un sujet autour de la prévention du risque et on va aller demander énormément d'informations complémentaires pour s'assurer justement de la viabilité du partenariat avec nos clients. Donc, ça peut passer par pas mal de choses. On peut déjà, en fonction de la typologie de client, mettre en place des mécaniques de réserve. Si on est sur la partie acquisition de paiement pour s'assurer que en cas de trop demande de remboursement par les clients finaux de notre utilisateur, et ben on aura la capacité à rembourser avec ses propres fonds et pas les avancer de notre poche. On peut, et nous on le fait, mettre en place un scoring qui n'est pas un scoring LCBFT risque de blanchiment, mais vraiment un scoring risque à part entière, qui va se baser sur d'autres critères, alimentés par des bases de données externes, alimentés par des éléments financiers, le bilan, éventuellement avoir accès aux données historiques d'un autre compte bancaire du client. Enfin voilà, ça c'est des mesures qui sont assez poussées et qui peuvent grandement augmenter le niveau de confiance au moment de l'entrée en relation. Après, par la suite, il y a beaucoup de mesures également qu'on peut mettre en place. Déjà, on peut maintenir un scoring dynamique au niveau du client, donc pas juste se contenter de la photo à l'instant T, mais également le faire évoluer en fonction des volumes qui vont transiter par le compte, en fonction de certaines caractéristiques bien spécifiques de les heures de connexion. Enfin voilà, aujourd'hui, on a des outils de prévention de la fraude et moi, je trouve ça assez impressionnant, qui sont très, très, très puissants, qui peuvent corréler entre les IP de plusieurs utilisateurs, les pays, les heures de connexion, le montant de transaction, les emails utilisés, les numéros de téléphone. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, admiratif, mais on peut quand même avoir une forme de respect pour les compétences techniques des fraudeurs qui arrivent et qui continuent à être capables de mettre en place ce type d'opération parce que ça nécessite maintenant une vraie expertise. On n'est plus sur les fraudeurs qui faisaient un Photoshop d'une pièce d'identité pour essayer d'ouvrir un compte. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont une réelle expertise technique qui nous pousse également, nous professionnels, à monter en compétences et à toujours mettre la barre plus haut au niveau de l'entrée en relation et du monitoring des clients. Mais voilà, en fonction des services qu'on fournit, c'est notre travail de réfléchir aux meilleures mesures de mitigation des risques qu'on peut mettre en place, qui vont être pertinentes pour nos cas de figure et à la fois introduire le moins de friction possible dans l'expérience utilisateur.
Ouais, et tu parlais de l'expertise maintenant effectivement des fraudeurs, de leur presque qualité technique. Il y a justement les deux solutions qui sont pointées aussi par le BA et la CPR, qui ont été construites, Olivier, je te redonne la parole là-dessus, mais qui ont été construites justement pour lutter contre ces formes avancées de fraude. Et là, on parle du coup des parcours PVID et QES qu'on va comparer tout de suite. Je te laisse peut-être démarrer avec PVID, Ouais, Olivier. ouais, effectivement, en introduction, alors je ne vais pas rebondir, on n'aura pas le timing, mais je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit Baptiste, c'est intéressant. Et c'est vrai que également côté Adino, on a aussi aujourd'hui réfléchi au post-KYC et on intègre des services de plus en plus qui permettent d'accompagner nos clients, que ce soit sur l'usage de l'open banking, que ce soit sur le renfort contre la fraude sur des services de patterns de fraude avancés avec notre service 360 Signal. On avait déjà enclenché cette démarche en amont évidemment de ces guidelines sur les tendances marché, en tout cas côté services financiers. De la même façon, les services PVID et QS dont on parle là n'ont pas attendu le BA pour pouvoir répondre à ces typologies de fraude-là, bien sûr. Euh, les deux solutions qui sont mises en avant ici sont deux solutions qui sont tout à fait valides et conformes pour les acteurs français sous licence française qui souhaitent agir en France ou dans les pays européens. PVID, lui, il a la particularité d'être, on va dire, encore à ce jour franco-français. C'est un service qui se destine au marché français pour des opérateurs français régulés par la France. Il n'est pas exportable pour l'heure pour des établissements qui seraient régulés dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Euh, alors, ce service PVID, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte peut-être des mailles très fines, sûrement même des mailles très fines dans la lutte contre la fraude à l'identité. Euh, on a là, ici, la conjonction à la fois de moyens techniques, de moyens d'intelligence artificielle et de moyens humains systématiquement mis en œuvre. J'insiste sur le systématique, c'est-à-dire qu'on a bien une solution qui est à la fois automatique et manuelle, créant ainsi donc un léger décrochage dans le parcours, donc qui nécessite de repenser ces parcours d'entrée en relation pour pouvoir le mettre en œuvre. Et on voit aujourd'hui dans les différentes expérimentations de nos clients que c'est un parcours qui, globalement, avec des infos complémentaires captées lors de l'entrée en relation, va durer 10 minutes. Donc, c'est à la fois, je dirais, intéressant d'un point de vue réponse à la fraude, réponse au risque de fraude d'identité, parce qu'on va adjoindre des moyens techniques d'identification des éléments de sécurité sur le document d'identité, des captures statiques et dynamiques, des revues automatiques et manuelles systématiques. Donc on a probablement le moyen de défense le plus élevé dans des typologies de produits de distribution où on pourrait être très exposé à de la fraude. Pourquoi pas? Ce service PVID est sûrement une réponse valide. Encore une fois, dans la bascule dont parlait Baptiste tout à l'heure, entre la réponse à la fraude versus l'acquisition et le taux de conversion, on est probablement face à une solution qui a clairement fait pencher la balance dans la lutte contre la fraude et qui a peut-être, par certains aspects, oublié l'aspect conversion et l'aspect acquisition client, de par ne serait-ce que l'exclusion d'un certain nombre d'appareils, parce que contraintes techniques sur, par exemple, la qualité de la vidéo, parce qu'on on ne rend pas plus simple l'expérience utilisateur en interdisant, par exemple, l'usage du NFC, parce qu'on rallonge les parcours par des contrôles manuels systématiques. Donc, encore une fois, il faut se questionner quand on réfléchit à ce type de solution. Euh, où veut-on positionner le curseur? Est-ce qu'on est clairement dans de la réponse à la fraude parce qu'on est exposé à ces fraudes-là de manière forte, ou est-ce qu'on veut faire de l'expérience client? Et du coup, on irait plutôt sur une solution type signature électronique qualifiée qui, tout en apportant un niveau de réponse contre la fraude à l'identité élevé, on voit là une solution qui a été, elle, visée au niveau européen. Donc, c'est une réponse à plusieurs normes eIDAS qui a permis de créer cette solution. Cette solution, elle est aujourd'hui diffusable, utilisée, exploitable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Elle répond à la plupart des réglementations européennes et locales. Donc, elle a cet avantage de pouvoir permettre de manière souple et sur un socle commun de déployer des parcours d'entrée en relation conformes, valides et en réponse, avec une réponse forte à la lutte contre la fraude. Alors, elle présente cette solution peut-être des mailles un petit peu moins fines que le PVID parce que typiquement,
elle apporte des évolutions technologiques. Donc, on pourrait les voir, ces mailles, comme étant moins fines. Finalement, elles sont juste différentes, dans le sens où, par exemple, là où le référentiel PVID impose une revue manuelle des éléments de sécurité, pour certaines typologies de documents d'identité dans la solution de signature qualifiée, ces mêmes éléments de sécurité des documents vont pouvoir être revus de manière automatique, avec tout autant de fiabilité et de qualité, je dirais, dans l'assurance qu'on obtient par cette vérification. Donc, du coup, cette solution qualifiée va apporter je dirais un équilibrage plus fort entre la réponse à la fraude et l'expérience client, et elle va peut-être permettre d'être plus permissif d'un point de vue, non pas fraude, mais d'un point de vue acceptation client et taux de conversion. Et donc, les investissements que je vais réaliser en tant qu'établissement pour capter du flux sur mes produits et mes applications, je vais pouvoir me donner plus de chances de le convertir. On a constaté sur des expérimentations des écarts significatifs, hein, on se parle d'environ 10% d'écart en taux de conversion. Et ce taux de conversion est mesuré après réussite de capture. On n'aborde pas ici la chute en capture qu'on peut avoir parfois constatée dans les étapes PVID, typiquement parce que plus de clics, plus d'étapes, et donc plus de frottements. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, dans ces parcours d'entrée en relation, ça reste aujourd'hui une étape aussi marketing, elle n'est pas que réglementaire, et on doit faciliter la vie des utilisateurs. Et on a clairement un balancier aujourd'hui qui tourne plus du côté de cette solution électronique qualifiée sur ces axes-là, Samuel. Oui, alors je ne sais pas si c'est la peine de reprendre tous les éléments que tu as évoqués Non. là, parce qu'ils sont un peu repris sur la slide, Oui. mais effectivement, oui, c'est aujourd'hui, et on peut le dire en tant qu'acteur qui a à la fois une solution certifiée PVID et une solution certifiée QES, que la préférence, entre guillemets, sans pour autant mettre complètement de côté PVID, mais la préférence Non. va plutôt à la solution QES, quoi. En effet, je vais juste soulever un point ici que je n'ai pas tellement abordé et qui est intéressant, c'est que sur la solution QS, c'est le 3e pictogramme, automatisation grâce aux éléments de sécurité visibles. Je reviens là-dessus, hein, l'automatisation, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Typiquement, c'est ce que la plupart des établissements font quand ils font du 1+3. On a beaucoup de nos clients qui font du 1+3 avec nos solutions, totalement automatisées. Le PVID ne sera pas amené à évoluer, ni sur sa doctrine, ni sur ses moyens à un horizon court ou moyen. Là où aujourd'hui, sur la solution AutoIDENQS, on est en capacité de faire évoluer l'automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple un taux constaté sur des pièces d'identité françaises de parcours tout automatisé sans intervention manuelle d'un agent qui est de l'ordre de 20% du flux. On travaille activement aujourd'hui pour atteindre des scores qui seraient plus importants. Par exemple, en Allemagne, aujourd'hui, sur les documents allemands, on atteint des taux d'automatisation de 40%, ce qui veut dire que les parcours, on revient à un parcours qui va durer 1 minute, 1 minute 30, qui est ce qu'on constate dès aujourd'hui sur des solutions qui ne sont pas certifiées en tant que telles. Donc, on a cette évolutivité forte de cette solution de signature électronique qualifiée qu'on ne va pas trouver dans PVID parce qu'on est dans un carcan réglementaire beaucoup plus strict et que pour faire évoluer nos parcours au sein du PVID, on doit repasser par une étape de, peut-être pas de certification, mais d'évolution auprès de la CPR. Seul point que je mettrai en avant ici. Très bien. Et du coup, on se posera la question sur la suite, Samuel, sur le slide suivant, de l'équilibre Ouais. Et de comment est-ce qu'on peut trouver le bon balancier. C'est un peu ce qu'on a abordé depuis le début, hein, et également avec Baptiste, sur le balancier entre la conversion, le risque et la réponse à la fraude, tout en restant compliant à tout moment dans ses parcours. Je ne sais pas si Baptiste a une vision là-dessus avec les éléments qu'on a partagés là. Alors, ouais, on évoque ces 3 éléments. Il y a la notion de conformité. Ouais, c'est ça. Il y a la notion d'être en conformité, lutter contre la fraude, réduire les frictions. À mon sens, être en conformité, c'est même pas tant un équilibre que ça, dans le sens où c'est une cible et on n'a pas le choix, il faut l'atteindre. Par contre, la dépasser, l'intérêt paraît limité, si ce n'est que ça peut avoir un impact sur les 2 autres composantes qui, pour moi, sont vraiment les 2 qu'on doit balancer de la façon la plus intelligente possible, parce que les 2, en fait, peuvent être extrêmement préjudiciables au business. Si on a une réduction, enfin, si on a des frictions trop importantes à l'entrée en relation, on n'aura pas ou peu de fraudeurs, mais on ne va pas être compétitif et nos concurrents qui vont être plus agressifs vont capturer plus rapidement les parts de marché et voilà, ça peut être dangereux pour le développement de l'entreprise.
Là où si on est trop laxiste sur la prévention de la fraude, là, on va faire rentrer tous les clients, mais nécessairement les fraudeurs en plus, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est pas des gens si isolés que ça. Ils ont des quantités de forums sur lesquels ils se vendent des astuces, ils se passent littéralement des tutoriels pour ouvrir un compte sur tel établissement financier dans tel pays, parce qu'ils leur disent, voilà, vous avez juste besoin d'une pièce d'identité que vous achetez sur le Darknet, de telles informations, et c'est bon, vous pouvez ouvrir un compte que vous allez pouvoir utiliser après pour recevoir de l'argent de fraude, pour faire une fraude en cascade, etc. Donc, il faut trouver ce juste équilibre entre avoir un dispositif qui filtre le maximum de fraudeurs possible, tout en laissant passer les clients légitimes. Moi, mon approche là-dessus, ça a toujours été d'être au début un petit peu plus léger au niveau du parcours d'entrée en relation, quitte à se faire taper une, deux fois par des fraudeurs, parce que de un, on va apprendre des choses, ça va nous permettre d'ajuster notre dispositif, également sur l'aspect post-obtention, enfin le post-entrée en relation, parce que on va mettre en place des scénarios justement de transaction monitoring qui vont être plus adaptés. Et on a toujours la liberté de monter graduellement le niveau d'exigence à l'entrée en relation pour filtrer le plus de fraudeurs. Alors que si dès le départ, on a mis en place toutes les mesures les plus poussées et aussi les plus contraignantes pour les clients, bah voilà, on n'aura pas de fraude, mais on n'aura pas de business non plus. Donc voilà, je préfère le faire dans ce sens-là. Ouais, c'est compréhensible. Ouais. Juste pour information, on vient de rentrer dans la toute dernière partie. On approche de la fin de ce webinaire. Il y a un outil de questions-réponses qui est disponible dans Teams. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions si vous en avez. Et puis, si on a le temps, on essaiera d'y répondre. Du coup, là, on a vu un peu l'équilibre qu'il faut trouver entre les frictions sur le parcours, l'acquisition finalement, si je simplifie un petit peu, et la lutte contre la fraude. L'équilibre, il doit se trouver pardon, sur les besoins, il doit se trouver aussi sur les solutions, et ça, c'est une approche sur laquelle on travaille depuis longtemps, Olivier, chez ID Now, avec ce qu'on appelle chez nous l'orchestration. Oui, tout à fait. Quand on parle d'équilibre, en réalité, on s'est rendu compte avec l'expérience et les différents projets clients qu'on a pu mener, euh, qu'en réalité, il est compliqué à trouver. Pourquoi? Parce que les établissements avec lesquels on travaille ont des canaux de distribution différents. Parfois, ils vendent en direct, parfois, ils vendent en indirect. Des produits qui sont eux-mêmes différents, parfois certains très fraudés, fraudables, intéressants pour la fraude, d'autres pas. Il peut y avoir des typologies de clients qui sont plus à risque, d'autres moins à risque. Donc, on se rend compte que la variété, en réalité, de situations, de contextes, implique potentiellement une variété d'entrées en relation. Parce que si on applique, on le voyait tout à l'heure, hein, un tamis très fin, le PVID à tous ces cas ces use cases, ces cas d'usage, on va très probablement perdre beaucoup de monde en cours de route et on ne va pas trouver l'équilibre qu'on souhaite avoir entre le commerce et la fraude. D'un autre côté, si on ouvre grand les portes, comme le disait Baptiste tout à l'heure, on s'expose à des risques qui peuvent être assez colossaux parce qu'effectivement, ça fuite beaucoup dans le domaine il y a LinkedIn, hein, côté pro, ils ont leur LinkedIn à eux côté fraudeur, donc les infos passent très très vite et la fraude peut massivement s'organiser. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une solution ne saura jamais répondre à tous les problèmes. On essaye chez Aidino de faire en sorte que nous puissions mettre à disposition de nos clients non pas une, mais plusieurs solutions conformes ou partiellement conformes qui leur permettent, en ajoutant d'autres éléments derrière, de se mettre en conformité pour justement pouvoir opérer l'ensemble de ces canaux de distribution, l'ensemble de ces typologies de façon de vendre, l'ensemble des typologies de clients, l'ensemble des géographies, à travers soit l'usage d'une solution qui peut être, on va dire, assez globale, comme l'est par exemple la signature qualifiée par sa couverture géographique, sa simplicité, sa souplesse, soit en refermant les mailles de façon très fine avec une solution PVIC pour le marché français sur certains types de produits, certaines typologies de réseaux de distribution, à travers un socle qu'on va appeler, nous, plateforme, accessible via une intégration unique et qui permettra par des règles métiers, demain, hein, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, ce n'est pas encore totalement prêt, mais les grandes briques sont posées, et qui permettrait finalement, derrière des processus métiers qui sont déjà en place dans la plupart des établissements, de pouvoir orchestrer facilement pour tel parcours,
tel produit, tel canal de distribution, telle typologie de client, je vais pouvoir adosser tel type de parcours de KYC. Pour tel autre, j'ai besoin, par exemple, de signer un contrat. La signature qualifiée a du sens parce que je peux réutiliser le certificat pour venir faire de la souscription derrière mon identification. Là, j'ai un parcours très fourré, je suis exposé, c'est du transfert d'argent entre deux zones géographiques exposées. Je vais coller un peu vite, comme ça, je suis sûr de refermer les mailles au plus fort. Bref, la solution, elle est probablement en partie par là. En tout cas, les établissements qui ont ces problématiques et ces contextes économiques, pour ceux qui sont plus, on va dire, sur des méthodes, on va dire, plus simples de distribution et des produits plus linéaires, on peut peut-être plutôt aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on fait avec la plupart des prospects avec lesquels on discute et de nos clients, plutôt aller vers une solution qualifiée qui présente, encore une fois, probablement aujourd'hui, le meilleur équilibre entre la conversion, l'exposition au risque et la compliance. Ouais, c'est un vrai positionnement fort, quoi, d'avoir Oui. plusieurs solutions, contrairement à plein de concurrents à nous qui ont des solutions ultra spécialisées, parfois uniques pour certains d'entre eux, mais C'est d'en ça. avoir plusieurs pour proposer des parcours différenciés et qui s'adaptent. C'est ça. Et n'oublions pas, Ouais. en conclusion, je fais très vite, et n'oublions pas, comme on disait tout à l'heure, et Baptiste l'a bien souligné, le KYC n'est pas une fin en tant que telle, c'est qu'une étape. On y ajoute également en amont et en aval un certain nombre de services additionnels qui vont permettre aussi de se dire qu'on peut peut-être ouvrir un peu plus les portes sur le KYC avec une solution de cette plateforme, parce qu'on sait que derrière, on a par exemple ce 360 Signal qui va raffiner des typologies de fraude bien particulières et répétitives. On a de l'open banking qui va permettre aussi d'aller dans un compte bancaire pour vérifier que ce compte il est en fonctionnement nominal et régulier, etc. etc. Donc, on ajoute petit à petit également des outils externes à nos solutions et à cette plateforme pour pouvoir renforcer différemment que par le seul KYC la réponse à la fraude. Top. Baptiste, je vais te laisser. Pour l'instant, on n'a pas de questions. N'hésitez pas à utiliser vraiment l'outil de Q&A. Baptiste, je vais te laisser le mot de la fin si on n'a pas de questions. Après, je vous relancerai si on en a. Mais sur cette question de l'orchestration, je pense que c'est des choses, je ne sais pas si tu appelles ça comme ça chez toi, mais auxquelles tu es confronté aussi en réalité, sur lesquelles tu peux travailler. Même si tu nous le disais pendant la préparation, c'est aussi des méthodes de travail qui sont pas simples non plus à mettre en place. Non, c'est sûr, je suis pas simple. Pour autant, je pense que c'est le sens de l'histoire. En fait, avec les évolutions technologiques, là où il y a quelques années, faire de l'orchestration, ça paraissait difficilement envisageable parce que techniquement, ça allait prendre un temps fou à développer, ça allait être très difficile à maintenir. Voilà, on l'avait en tête, mais très peu de personnes le mettaient en place parce que il fallait que ça se justifie aussi en termes de niveau de risque différent entre les différents produits proposés par une institution. Là où aujourd'hui, moi je le vois par exemple au sein de Hero, c'est déjà le cas d'une certaine façon. On a différents types de services qu'on fournit à nos clients et les parcours ne vont pas être exactement ISO en fonction de ces services par rapport au niveau de risque qui leur est associé. Donc, si on a la capacité de le faire et avec un acteur comme ID Now qui, justement, met à disposition un produit sur étagère, modulable et facile à implémenter, c'est juste la continuité de l'approche par les risques. Et pour moi, ça prend tout son sens parce que ça permet d'un côté de mettre le curseur de prévention de la fraude au niveau adapté par rapport au service pour lequel on est en train de faire une entrée en relation et par la même occasion de le mettre plus bas quand on est sur un service qui lui pose moins de problèmes et donc on veut que le client puisse y accéder plus facilement. Donc je pense que voilà, c'est main dans la main la prévention du risque et l'expansion du business qui peuvent en bénéficier. Super. J'ai toujours pas de questions, donc je pense qu'on va clore là. Merci à tous
d'être venus. Vous seront partagés dans les prochains jours la présentation, le support de présentation pour que vous puissiez aussi y retourner. Si jamais vous avez des questions et vous avez envie d'engager une discussion sur PVID ou QES ou d'autres types de solutions, n'hésitez pas évidemment à nous contacter, on est à disposition. Et puis on espère que vous reviendrez effectivement avec des questions, des interrogations et qu'on puisse discuter un peu de tout ça. Merci beaucoup Baptiste, merci Olivier. Je Merci vous à souhaite vous. une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt.